Taxi Presse. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé à l'heure de Taxi Presse. Taxi Presse de ce lundi 24 septembre 2018. Nous serons en compagnie de Elom Atisobé, le patron de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune, Michel Tchadia, le patron de l'hebdomadaire Ouara les Vainqueurs, Sylvestre Béni, le patron du journal La Manchette, et Jacques Diakouti, éditorialiste. Ce matin, nous parlerons du système éducatif togolais en marge de la rentrée scolaire 2018-2019. Ce matin, l'éducation togolaise est-elle performante véritablement? Pourquoi a-t-on abandonné le projet de réflexion sur l'éducation nationale? Je propose de revenir sur le sujet. La politique aussi, on va en parler, surtout avec la deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. La recomposition de la CENI est actée aujourd'hui, mais pour le gouvernement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous le verrez, nous en débattrons ici en studio. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Et retour en studio avec mes confrères justement pour faire un débat. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric. Bonjour aux auditeurs. Vous allez bien? Très bien. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Bonjour Elom Atisobé. Bonjour Eric et bonne rentrée à tous les élèves du Togo. Bien sûr, et à leur famille, parents aux parents également, que nous sommes tous. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Michel Tchadia. Bonjour Eric et bonjour à nos auditeurs et auditrices, et surtout qui m'excusent pour la voix un peu cassée. Non, on adore ça. Ça vous a pas échappé que samedi dernier, Lomé était sous une grosse pluie. On s'est rendu compte que toute l'Afrique également était touchée par cette pluie, mais le visage de notre capitale était une nouvelle fois méconnaissable. Est-ce que ça vous a interpellé un petit peu, Jacques? Bon, vous savez, pour ceux qui habitent des quartiers un peu reculés comme nous, vous saurez que pour pouvoir rejoindre la grande voie, c'est souvent un peu difficile. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse revoir encore l'urbanisation de notre capitale, surtout de Lomé. Et vous savez, on construit effectivement des routes, mais à côté de ces constructions, il n'y a pas ce qu'on appelle les transversales pour pouvoir évacuer l'eau. Et c'est ça qui crée souvent des difficultés. Une petite pluie comme ça, vous ne pouvez pas sortir de votre maison. Et c'est vraiment compliqué. Surtout pour ceux qui habitent vers les quartiers Sogosito, Legbasito et autres. Quand vous allez, j'étais par hasard le jour-là, quand il pleuvait dans l'un de ces quartiers, mais pouvoir sortir pour revenir à Lomé, c'était la croix et la bannière. Je crois qu'il est important qu'avec la construction de ces voies, il faut également le système d'évacuation d'eau. Parce qu'on construit effectivement des routes, mais il n'y a pas le système pour pouvoir évacuer l'eau et ça crée effectivement des problèmes. Et il faut également, une fois encore, comme on l'a toujours si bien dit, il est important qu'on puisse revoir l'urbanisation de Lomé. Vous savez, cela date des années et quand vous voyez un peu les constructions aujourd'hui, sur certains axes, on se pose beaucoup de questions. C'est vrai qu'à Lomé, les constructions ont précédé l'urbanisation. Oui, mais c'est un flou, finalement, un désordre. Oui, ce que je voudrais dire, si on part par exemple des quartiers périphériques, actuellement qui sont en construction, il faudrait qu'on puisse d'abord mettre les infrastructures sur ces quartiers, dans ces quartiers, avant de commencer les constructions. Mais on ne le fait pas, on laisse faire. Et c'est après, quand il y a effectivement ces inondations-là qu'on coupe de gauche à droite pour pouvoir ranger. Et je vous dis que les pluies, par exemple, que le Niger, la Côte d'Ivoire ont vécu, et également ici au Ghana, si c'était ces pluies-là qu'on avait ici au Togo, je crois que ça serait vraiment une catastrophe. Un drame vraiment national. Michel, vous vivez dans l'un de ces quartiers cités par Jacques tout à l'heure. J'imagine que vous avez eu de la peine. Vraiment, c'est difficile pour beaucoup de Lomé à chaque fois qu'il y a de grosses averses comme la dernière fois.
Et la dernière fois, le samedi, c'était la même chose dans les quartiers comme Sokosito, Les Bassito. Moi, particulièrement, j'avais une réunion à 16h30. J'ai pu sortir de ma maison pratiquement à 17h30 parce que les rues étaient presque inondées et c'était difficile pour les véhicules de se frayer le passage. Et donc, il a fallu attendre que les eaux baissent d'abord avant que je ne puisse mettre le véhicule sur la route et sans toutefois oublier les dégâts que j'ai observés sur le long en tout cas sur la route lorsque je passais, parce que il y avait des maisons pratiquement qui se retrouvaient dans l'eau, des gens qui ne pouvaient pas regagner leur maison. Oui. C'était vraiment des scènes ahurissantes, des scènes vraiment... Alors, c'est pas la première fois que ça se passe, hein. Alors on se pose la question, où se trouve ce fameux ministère de l'urbanisation? Non, si c'est ça, il faut qu'on attende longtemps. Parce que... Non, quand même, on a un ministère qui est chargé de s'occuper de tout ça. Oui, parce qu'il faut avoir le courage de le relever. Vous savez, jusqu'en 2008, le problème des inondations était 2007-2008 par là. Le problème des inondations était à un niveau vraiment chose. Et la politique de grands travaux ont permis quand même d'amorcer la résolution de ces problèmes-là petit à petit. Vous savez, avec les rétentions d'eau, les bassins d'eau un peu partout, ça a permis d'amoindrir un tant soit peu les difficultés que les populations avaient chaque fois qu'il y avait la pluie. Mais les besoins sont encore immenses. Le ministère de l'Habitat, je pense que c'est un ministère qu'on a ignoré depuis des années. Et ces dernières années, c'est vrai, on sent que ce ministère essaie de se débattre avec l'arrivée du maître Sessenou. Mais les attentes des Togolais sont loin d'être comblées par ce ministère, parce que les besoins sont tellement immenses qu'il faut... Même quand vous prenez par exemple le carrefour qu'on appelle communément le carrefour Bodjona, ici, quand il pleut, mais c'est difficile. Alors que on a fait des efforts pour essayer de bitumer les voies qui entourent le bassin. Le bassin a été en tout cas élargi, en tout cas a été élargi un peu, mais jusque-là, ce n'est pas encore ça. Le problème n'est pas réglé. Les populations riveraines continuent par souffrir à chaque fois qu'il y a de grosses pluies. Donc, le ministère de l'Habitat du cadre de vie, je pense que c'est à titre indicatif ce ministère. Hein. Sinon, le ministère ne peut pas être à titre indicatif, c'est pour faire un travail. Le travail est tellement... Ça dit que les besoins sont tellement immenses que ce que le ministère a fait jusqu'à présent, on ne peut pas quantifier cela. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Et quand vous prenez les problèmes que les Togolais ont par rapport à l'habitat, mais non, qu'on nous dise qu'il y a un ministère de l'habitat de l'urbanisme, allez-y comprendre. Ça veut dire quelque part que ce ministère n'est pas encore à la hauteur des tâches auxquelles il doit faire face. Et donc c'est pourquoi je dis on doit encore attendre longtemps, parce que les tâches sont immenses, les besoins sont immenses et les populations pour le moment continuent par souffrir. Donc nous prions que les choses aillent beaucoup plus mieux et peut-être qu'on trouvera satisfaction à l'avenir. Sylvestre, quel est votre commentaire par rapport à cette pluie? Moi je disais la dernière fois que ce pays est sinistré, et c'est à tous les niveaux, parce que hier, je prenais encore le boulevard des Armées, la voie qui mène de Cézanne. Lorsque vous voyez quand même cette route-là, la route a été faite et refaite plusieurs fois, même avec... Aujourd'hui, elle est abandonnée. Pratiquement abandonnée, totalement abandonnée. Même à un moment donné, ils ont même fait du béton armé au niveau donc du carrefour, mais ça n'a rien donné. Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est au niveau donc de l'assainissement. On fait des routes, mais on ne prévoit pas des caniveaux. Comment c'est possible? Oui, c'est le Togo, parce que vous ne pouvez pas quand même penser route et ne pas penser caniveau, parce que les deux vont de pair. Parce que la fois dont vous parlez tout à l'heure, quand vous passez là-dessus, les parties où c'est amorcé, il n'y a pas de caniveau. Presque.
presque. Il y a non, entre-temps, il y avait des caniveaux, mais bon, je me demande si c'est encore... Oui, c'est pratiquement bouché. Il n'y en a même plus. Il n'y en a même plus. Or, quand ils ont commencé même à refaire quand même cette route, ils n'ont même pas prévu même des caniveaux. Ils voulaient encore faire la route et partir. Voyez-vous. Et l'autre problème qui se pose est également au niveau même de l'épaisseur de nos routes. Moi, pour avoir peut-être fait une partie de ma vie à Accra, lorsque vous voyez des routes, il devait y avoir quand même une certaine forme. L'épaisseur doit être véritablement consistante. Mais aujourd'hui, vous avez des routes qui sont pratiquement au même niveau que le sol. Donc, quand il n'y a plus, il y a le sable fin se déverse au niveau sur la route. Et là, quand il n'y a plus le fait que les véhicules circulent là-dessus, vous commencez par avoir des trous et tout. Et là, finalement, la route est totalement dégradée. Voyez-vous, donc, prenez aujourd'hui la route qui mène la route de Kégué, la nouvelle route qu'ils sont en train de faire. Oui. Allez voir l'épaisseur donc de la route là. C'est pratiquement au même niveau que le plancher, que le sol. Et là, vous verrez que 2 ou 3 ans plus tard, c'est encore un projet qui va encore refaire cette route là. Donc, je pense que véritablement, il devait y avoir une politique. Et nos gouvernements doivent penser quand même et revoir totalement donc le domaine des infrastructures routières autoroutes. Franchement, il est vrai, il y a un ministère, mais tel que Michel l'a dit, ce ministère n'existe que de nom. Bon, et je crois que le ministre, moi je le vois souvent lorsqu'il y a seulement des fêtes traditionnelles. Oui, parce que je le vois jamais. Donc, il faudrait. Qu'il s'occupe aussi beaucoup des affaires terriennes. Oui, au niveau du cadastre, on le connaît bien, quoi. Voilà. Donc, bon, il faut nécessairement, il faut repenser les routes. Et franchement, c'est pas bien. Alors, et le confrère Togo Matin publie une interview ce jour du directeur général de SAFER qui dit que ce dont nos compatriotes ont le plus besoin, c'est d'avoir un réseau routier praticable en toute saison. Aujourd'hui, on l'a pas. Non, je pense que c'est un problème transversal à toute l'Afrique. Quand on parle des problèmes d'assainissement, récemment en Côte d'Ivoire, un pays avec un taux de croissance de 8,9% selon le FMI. Récemment à Abidjan, vous avez vu tout ce qui s'est passé comme intempérie. Et il a suffi qu'une petite pluie qui, en une journée, puisse ravager des efforts qui ont été faits par les populations, juste parce que la politique d'urbanisation souffrait de beaucoup de choses. À côté des étangs, à côté des retenues d'eau, on a constaté qu'il y a eu des bâtiments, des édifices qui ont été construits et qui ont l'agrément ou l'autorisation publique, et donc ça a provoqué le courroux, sinon la furie des consommateurs ivoiriens par rapport à cet état de choses. Et donc quand on prend par exemple le cas ivoirien, on l'applique au cas togolais. C'est vrai qu'on n'a pas de belles routes comme en Côte d'Ivoire ici, on a des pavés en pleine ville au XXIe siècle, ce qui est déplorable aussi, et on continue d'en faire parce que récemment vous avez constaté que lorsqu'il s'est agi des chefs d'État qui devraient arriver à Lomé dans le cadre du sommet de la CEDEAO, vous avez vu au niveau de la colombe de la paix, il y a 2 voies. Il y a une voie qui passe par le marché d'Amoutiévé, il y a une voie qui passe par Décon, et la voie qui passe par Décon, c'est une voie pavée. Et donc, on a réquisitionné la route d'Amoutiévé pour faire les allers-retours. Et donc, on voulait pas que les chefs d'État passent sur la voie pavée. Voilà, et en plein 21e siècle. Et donc, on a mis les usagers de l'autre côté, et puis on a réquisitionné la voie goudronnée, et à sens unique pour faire un sens aller-retour. Et donc, voilà, si vous n'avez pas de politique d'urbanisation aussi efficace en plein 21e siècle, et qu'on se contente de mettre des pavés en pleine capitale, voilà ce à quoi on peut assister. Maintenant, les retenues d'eau qu'on a construites plutôt, quand vous prenez la retenue d'eau d'Agbalépédo qu'une entreprise avait construite au niveau du Carrefour Bodjona, vous constatez qu'il y avait un système d'auto-déclenchement qui évacue l'eau, mais ce système est en panne depuis des années, et on a trouvé une alternative, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter une autopompe avec de gros tuyaux qu'ils ont connectés à l'autopompe qui doit quand même relier l'étang d'eau jusqu'au pavé d'Agbalépédo avant de pouvoir évacuer cette eau-là. C'est ce que je trouve déplorable pour des projets dans lesquels on a investi des milliards pour construire des étangs d'eau. Et donc, toute la politique d'urbanisation est à revoir. Et il va falloir qu'au niveau des autorités, on puisse véritablement nous garantir, parce qu'on sait qu'il y a le développement urbain qui va vite, très très vite. Aujourd'hui, il y a des gens qui dorment dans des contrées très reculées, qui sont là pour venir au boulot. Et la ville se déplace de ce côté, mais si on n'a pas réussi à faire un maillage de la capitale, il sera difficile d'aller dans ces contrées pour pouvoir lutter contre l'inondation et prévoir, sinon s'inscrire dans les actes de prévention de ces inondations. Et la question de l'assainissement, elle est très importante aujourd'hui. Une petite pluie et c'est presque difficile à tout le monde de sortir.
d'aller dehors. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est important, quand vous prenez par exemple les quartiers aujourd'hui, c'est-à-dire les nouveaux quartiers. Les anciens, on n'en parle plus parce qu'ils sont justement, il y a Adam avant ça, il faut. Voilà, on n'en parle plus. Actuellement, avec les nouveaux quartiers, il faudrait également quand même que, quand Michel disait tout à l'heure que c'est une figuration par rapport au ministère de l'urbanisme, je crois que c'est quand même un ministère. Ce qu'il faut quand même déplorer, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand vous prenez ces nouveaux quartiers, ne serait-ce que les soins de base, c'est-à-dire quand vous prenez les cadres de santé, il n'y en a pas. Quand vous prenez par exemple côté électricité, il n'y en a pas. Vous prenez par exemple l'eau, il n'y en a pas. Donc c'est les riverains eux-mêmes qui se débrouillent d'abord pour tracer ces chantiers. Après, certains vont... On voit qu'ils font des forages chez eux. Voilà, les forages. Et vous vous rappelez l'histoire de ces forages en 2017 dans ce pays. Où la régie des eaux avait sorti en tête un communiqué pour dire qu'ils vont venir placer leurs compteurs au niveau, et ça avait créé vraiment un tollé général au niveau des populations. Donc je crois que, ne serait-ce qu'avec ces nouveaux quartiers, le ministère de l'urbanisme ne fera que seulement que créer des conditions. C'est-à-dire, d'abord l'électricité, l'eau, et essayer de tracer les voies. On ne le fait pas, on laisse les riverains eux-mêmes s'en occuper, et vous voyez une petite pluie, les problèmes, les dégâts que cela crée. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est important que ce ministère, parce qu'on a parlé de cadre de vie, voilà, donc si le cadre de vie n'est pas assaini, il faut assainir le cadre de vie. Donc, je crois que c'est le moment où que le ministère là puisse reprendre encore le travail, sinon ce qui se passe aujourd'hui, nous serons tentés de rejoindre Michel pour dire que c'est effectivement un ministère de figuration, parce que le ministère ne fait pas son travail. Vous allez par exemple vers les zones de Lobacito, pour ceux qui ont l'habitude d'aller dans ces quartiers, vous voyez que c'est la cour et la bannière. Je me plains souvent beaucoup de ces fonctionnaires-là qui quittent ces quartiers-là pour venir en ville. Déjà, quand vous prenez l'aspect des voies, également le carburant que ces pauvres effectivement fonctionnaires doivent mettre dans leur véhicule ou bien dans leur moto pour regagner le centre-ville et repartir encore le soir, vraiment c'est pénible. Et c'est maintenant que je comprends pourquoi certains ne rentrent pas à midi. Parce que si vous voulez rentrer à midi et revenir encore à 14h30... Vous êtes à 30 km par jour. Attention, mais c'est pas possible. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que l'État puisse revoir, ne serait-ce que les infrastructures dans notre pays, c'est important. Et quand vous prenez les quartiers dont j'ai cité, la densité des populations, quand vous voyez, est concentrée aujourd'hui au niveau de ces quartiers. Lomé est en train de se vider. Il suffit d'aller à l'ouest de Lomé que vous vous rendez compte que mais il y a du monde. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est incroyable. On n'a pas assaini. On parle de la viabilisation des coins. La route Michel Tové et de Michel Tiadia. À partir du moment où la ville s'étend sur le plan longitudinal, ça pose problème. Parce que l'État n'a pas les moyens, les infrastructures d'accompagnement. Parce que quand la ville s'étend, il faut l'eau, l'électricité, il faut assainir les rues, tout ça là, et tracer bien les rues, les charger. Mais ce qui n'est pas le cas. C'est vrai que par endroits ça se passe très bien, mais pour la plupart des efforts restent à faire. Je voulais qu'on relève quelque chose. Vous savez, par rapport aux rues, quand nous prenons la capitale, ici, et puis peut-être dans certaines villes à l'intérieur, quand mon confrère Sylvestre dit qu'il n'y a pas de caniveau, non. Je pense depuis un certain moment, on ne fait pas de rue sans caniveau. Bien sûr. Oui. Mais si ils sont bouchés... Il y a des voies sans caniveau. Oui, ça veut dire que c'est des voies qui ne datent pas de maintenant. La route dont on est en train de parler, là, Ranco, là. Oui. Il n'y a pas de caniveau. Non, ça veut dire que si on veut la tracer, il n'y en avait pas. Mais si on veut la tracer dans les règles de l'art, il faut mettre les caniveaux. Non, Michel, même au moment où ils veulent quand même refaire cette route, ils n'avaient pas prévu de caniveaux. On avait entamé la construction de la route avec l'entreprise. C'est quoi il n'y avait pas de caniveau. Oui, il n'y avait pas de... Non, c'est incroyable. Quand on sait que cette rue passe dans un quartier qu'on appelle Toukouin Badago. Il n'y a pas de caniveau. Toukouin Badago, un quartier difficile.
comme tout coin, on ne peut pas tracer une rue en passant dans ce quartier sans des caniveaux. C'est absurde. Vous comprenez? C'est pourquoi moi je dis, s'il y a des entreprises qui, peut-être, je ne connais pas le cahier de charge dont dispose cette entreprise, pour dire qu'on peut monter une rue, on peut faire une rue sans caniveau. À l'heure où nous sommes, c'est alors que le plan directeur de la ville de Lomé a été modifié pour faire de telle sorte que les rues qui seront désormais bitumées soient accompagnées de caniveaux pour drainer l'eau vers les exutoires. Il y en a seulement deux, en tout cas actuellement à Lomé. Peut-être qu'ils sont en train de prévoir un troisième. Mais dans tous les cas, il faut dire que depuis 2000 jusqu'à ce jour, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais, comme je le disais, les besoins sont immenses. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme dégâts, ce n'est pas la même chose dans les années 2006-2007. Il faut le reconnaître. Donc, d'où des efforts supplémentaires à faire et voir dans quelle mesure poursuivre certaines entreprises. Par exemple, vous prenez de la presse jusqu'au marché d'acier, où on a remis à une entreprise qui a seulement versé du goudron sur la route et partir, dire qu'on a bitumé cette route, alors qu'aujourd'hui on est obligé de reprendre cette route. Mais c'est un scandale. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer notre première pause. On se retrouve après et nous parlerons de l'éducation nationale. Retour en studio avec mes confrères, nous allons maintenant parler du système éducatif togolais. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Une rentrée que certains ont souhaité reporter, mais non. Au niveau de l'État, on a maintenu cette date. Le confrère, le collecteur semble avoir des éléments qui ont milité à ce qu'on fasse ce forcing-là. Et le confrère nous dit que nous sommes franchement en train d'aller vers une vraie fausse rentrée scolaire, parce qu'il y a encore des problèmes dans le starting block. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut se féliciter de cette rentrée véritablement, Sylvestre? Non, moi je crois que ça a été un peu trop précipité, parce qu'il y a quand même tellement de problèmes dans le secteur. Il est vrai, une partie donc des revendications des enseignants a été satisfaite, mais pas toutes les revendications, d'autant plus qu'il y a encore, on parle encore d'autres enseignants qui n'ont pas été, dont les salaires n'ont pas été versés depuis plus d'1 an. Oui. Eux aussi sont là, donc ça veut dire qu'il y a encore une grosse naissance donc à leur niveau. Or, ils sont déjà sur le terrain, donc figurez-vous que si un beau matin il peut quand même procéder à une cessation de travail, et là ça va encore repartir de plus belle. Donc c'est pourquoi moi je dis que ça a été un peu beaucoup plus précipité, mais le gouvernement devait quand même anticiper cela. Je crois que les vacances sont faites pour ça. C'est pourquoi moi je ne comprends pas que les gens laissent quand même le problème pourri, et là c'est quand on va reprendre quand même les classes que on se permet de discuter, on fait des colloques, des séminaires et tout ça. Je me dis que gouverner, c'est prévoir. Donc, ils savent qu'il y a quand même des problèmes qui existent. Ils devaient devancer quand même ces problèmes-là et discuter avec les acteurs. Donc, moi, je me dis que, je l'ai toujours dit, j'ai cette conviction-là que ça va encore reprendre. Parce que c'est depuis 2013 que les enseignants soulevés quand même, ont posé une plateforme revendicative. Et là, depuis là, nous sommes en 2018. Mais l'année dernière, nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et même en 2015, il y avait même des morts d'hommes, des jeunes, ou des militaires ont des outils, les anciens, tout ça, là, même des militaires ont tiré sur des enfants. Je vous dis qu'à un moment donné, il faut anticiper tout cela. Ben, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement togolais attend pour régler les conséquences, du moins les conséquences donc des problèmes que nous voyons, au lieu de régler en amont les causes donc de ces problèmes-là. Donc, comme quelqu'un l'a dit, je crois, j'ai cette conviction-là que ça va encore reprendre. Franchement. Et ce sera malheureux quand même. Ce sera malheureux pour un pays où à chaque fois il faut encore repenser l'éducation. Or, la politique, déjà avec la politique, on a assez de problèmes. Tout à l'heure, nous venons d'évoquer le cas d'urbanisme et tout. Et si on doit encore ajouter des problèmes au niveau de l'éducation, je vous dis que finalement, où allons-nous? Aujourd'hui, tout le monde est conscient que l'éducation, du moins le niveau de nos élèves, le niveau de nos enfants, que ce niveau-là baisse. Mais cela j'ai l'impression que cela ne met personne.
cela n'aime personne. Un étudiant qui on dit bonjour, il dit à vous autant, cela n'aime personne. Oui, même au campus, quand vous écoutez même des... Non, sérieux. Non, c'est sérieux ce que je dis. On dit bonjour, il dit à vous autant. On dit au revoir, il dit pas de quoi. Donc je vous dis, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes aujourd'hui, mais ça ne met personne. Et puis on continue comme si de rien n'était. Et là, c'est vraiment le pays qui en pâtit. Parce que je me demande, aujourd'hui, c'est la relève de demain. C'est eux qui sont les ministres de demain. Figurez-vous qu'un ministre qui suit une antenne va dire la fin des fins et tout ça, on a connu tout ça. Mais je vous dis, on aura des problèmes, quoi. On aura des problèmes. On va revenir sur cette question tout à l'heure. Au-delà de ces problèmes qui sont quand même réels sur le terrain, il y a aussi la question même des infrastructures de base par rapport à l'éducation chez nous. Ce matin, nous avons été forcés de constater une malheureuse situation au niveau du CG à Mandaroumé. Vous tous vous connaissez à peu près à Mandaroumé. Au niveau du CG, on nous fait comprendre qu'il y a 3 classes de 6e et ces 3 classes, dans chacune de ces classes, il y a 143 élèves. En classe de 5e, il y a 130 élèves par classe. Il n'y a qu'une seule classe de 4e où 192 élèves y siègent depuis ce matin. Et il y a une seule classe de 3e où il y a 140 élèves. Alors, ça, ce n'est qu'un élément. Et sur l'ensemble du territoire, il y a plein d'établissements où il y a un effectif pléthorique. Et il y a encore des élèves sur la cour de ces écoles publiques-là qui attendent leur tour pour être acceptés. Est-ce que dans ces conditions, ça va être facile pour les enseignants et même pour les élèves à faire leur travail? Et là, Mathis Obi. Non, je ne crois pas, parce que, vous savez, le problème des infrastructures scolaires au Togo s'est toujours posé avec acuité depuis de longs moments. Et je pense à la faveur du projet, d'abord Péri 1, projet éducation et renforcement institutionnel. La Banque mondiale essaie de financer notre pays. Ces fonds n'ont pas été consommés dans un premier temps, pour qu'après on puisse rectifier le tir avec la construction de 999 salles de classe, disons 1000, et des matériels didactiques qui ont été mis à la disposition de certains établissements scolaires. Et encore faudrait-il voir comment ces infrastructures scolaires ont été construites au nord du pays, où les entreprises ont quand même fait dans la dentelle, où les clôtures n'ont pas été bien faites, où les salles de classe ont été construites sans claustrat pour certaines, où les barres de fer, les barres de fer de 8 ont été utilisées à la place des barres de fer de 10, des barres de fer de 6 ont été utilisées à la place des barres de fer de 8 pour couler du béton, et tout cela a été constaté à l'époque par le ministre Florent Maganawe, et il y a eu des sanctions au niveau de ces entreprises, mais bon, à ce jour on ne sait pas véritablement quel genre de sanctions il s'agit, et on en est là jusqu'à ce que le projet Péri 2 vienne tomber sur la table avec l'impression des matériels didactiques toujours, mais le problème des infrastructures reste sur le tapis. Aujourd'hui, même dans la capitale, il y a ces établissements scolaires qui ont des nombres pléthoriques. Oui. Et au niveau du gouvernement, on fait des efforts par rapport au projet Péri, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Quand vous avez dans un pays l'éducation et la santé qui ont des problèmes, c'est que le système me met enrhumé. Mais aujourd'hui, on ne sent pas qu'il y a une certaine émulation au niveau du gouvernement par rapport, ou un plan de développement par rapport à ces infrastructures scolaires, et parce que chaque année, il y a de nouvelles demandes, la demande s'accroît s'agissant des élèves, et on en est là, mais on n'en fait absolument rien, et on se dit que ça va aller, les édiles et tout ça, les écoles nationales d'instituteurs, mais on ne fait pas véritablement un projet sur 5, 10, 20 ans pour savoir si dans 50, dans 20, 25, 30 ans, le nombre de salles de classe qu'on peut avoir sur tout le territoire national ou dans chaque région au moins. Et maintenant, sur le plan des enseignants, c'est vrai, aujourd'hui, par rapport à cette rentrée... Parce que ailleurs, le défi aujourd'hui, c'est 15 élèves pour un enseignant. Oui. Je prends le cas de la France, où ils sont à 25, ils crient, eux, par rapport à leurs amis d'autres pays. Oui, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que tant que le gouvernement n'aura pas de plan de vision sur 5, 10, 20, 25 ans pour savoir le nombre de salles de classe qu'on peut construire par rapport à cette période et le nombre d'élèves qu'il peut y avoir, parce que chaque année on fait des prévisions pour dire que le nombre d'élèves cette année a augmenté. Le nombre d'élèves dans 5 ans sera de tel nombre. Mais on ne fait jamais de prévision pour dire le nombre de salles de classe sera de tel nombre. Aujourd'hui, il y a des intempéries. On ne sait pas si à l'intérieur du pays, les établissements scolaires sont inondés. On ne sait pas encore. Mais si ces classes sont inondées, les élèves vont commencer les cours où? Il y a tous ces problèmes. Donc, ça fait que
on est là et on parle des enseignants tout le temps, oui, mais on voit pas d'un autre côté la qualité même de l'éducation scolaire. C'est vrai, aujourd'hui les enseignants, moi je les félicite pour cette lutte-là. Ils ont ce qu'ils ont et ils ont le statut particulier. Ils ont eu certaines primes, etc. Ils ont quand même eu gain de cause par rapport à certaines revendications. Maintenant, sur le terrain, il y a d'autres défis. Maintenant, sur le terrain, il y a d'autres défis. La qualité de l'enseignement, les réformes curriculaires, la dernière réforme curriculaire date de 1975. La dernière réforme de l'enseignement, Chauffé-Bonak et Théouli. Maintenant, aujourd'hui, si on parle de réforme curriculaire, il y a des partenaires de l'éducation qui sont là, qui attendent de financer, mais le Togo ne propose pas de programme. Les gens sont là à étudier le Japon. Le Japon de 1900, je ne sais quoi, ce n'est plus le même Japon qu'on a aujourd'hui. Quand vous êtes en quatrième, quand vous enseignez la tectonique des plaques, les programmes ont évolué entre-temps dans la sous-région, aussi bien que quelqu'un qui sort de ce genre de réformes, enfin de ce genre de cours aujourd'hui, ne peut plus s'adapter, par exemple dans un pays comme le Sénégal, où on étudie carrément un système bien évolué qui a quand même réussi à faire des réformes adaptées en son temps. Mais aujourd'hui au Togo, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Il semble qu'au niveau du secondaire, cette année, c'est un nouveau programme, qu'il y a des changements qui n'ont pas été communiqués par l'autorité, on n'en sait absolument rien pour l'instant. Il faut que ça démarre pour qu'on ait une idée réelle là-dessus, mais quand il n'y a pas d'infrastructures de base au niveau de l'éducation, Jacques, est-ce que vous pensez quand même qu'on est en train de former des citoyens, les vrais, pour le pays, le Togo de demain? Bon, vous savez... Pourquoi on va à une rentrée si on n'a pas de classe? Bon, vous avez parlé tout à l'heure des infrastructures, mais quand vous allez à l'intérieur du pays, il y a encore des enfants qui étudient encore sous des paillotes. Vous allez voir que, oui, il n'y a pas de bâtiment. Et quand vous voyez, par exemple, là où les enfants là, essaient de s'asseoir pour étudier, c'est des briques. On pose des briques, oui, on s'assoit dessus. À l'intérieur, moi, j'en ai vu. Je crois que, entre-temps, le chef de l'État avait annoncé les États généraux de l'éducation. Je crois qu'il est important qu'on puisse organiser ces États généraux. Pourquoi est-ce qu'on a... Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire que ce projet a été abandonné. Oui. Pourquoi est-ce que c'est abandonné? Je ne sais pas pourquoi ce projet a été abandonné, mais je crois que c'était un moyen où il fallait mettre peut-être tout à plat, essayer de réfléchir à cette éducation. Parce que tout à l'heure, ils ont parlé du curricula. C'est vrai, c'est vraiment, ça date des années. Et il faudrait également revoir ce curricula. Mais jusqu'à présent, je crois que la fois passée à Palimé, ils ont fait mention de ça, oui. Qu'ils vont essayer de revoir ce curricula. Mais reste à savoir quand est-ce que ça sera appliqué. Et c'est ça également l'autre aspect du problème. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart de ces élèves, que ce soit au cours primaire ou au cours secondaire, vous voyez que même le matériel utilisé aujourd'hui par les enseignants, c'est un matériel également qui ne tient plus. Je ne sais pas si vous avez une fois vécu, vous avez une fois visité ces salles de classe et puis également visité ces enseignants dans ce qu'ils font au niveau de ces écoles. Je crois que c'est des enseignants quand même à féliciter, mais il est important aujourd'hui qu'on puisse leur apporter assistance par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau effectivement de cet enseignement-là. Et l'autre aspect également cette année de la rentrée, vous savez, aujourd'hui, nous sommes au 24. Oui. Et vous savez que les parents, certains n'ont pas encore perçu. Non, pas certains. Aucun parent ne peut avoir de l'argent qui travaille. Donc, je ne sais pas pourquoi le gouvernement n'a pas voulu, ne serait-ce que reporter cette rentrée-là d'une semaine pour pouvoir permettre aux parents peut-être d'avoir le salaire et d'acheter les fournitures. Parce que certains, j'ai vu certains aller en bigarré ce matin. Oui, parce que pour le moment, les parents n'ont pas perçu le salaire pour pouvoir confectionner encore d'autres tenues pour les élèves. Et d'autres également, vous les voyez, ils s'en vont, ils n'ont rien dans la main. Tout juste, on se dit que cette semaine, on va prendre le temps, observer le temps de nettoyer les classes et tout ça. Et je crois qu'il faudrait quand même... Pourquoi c'est au Togo qu'on fait ça? C'est-à-dire que c'est finalement ancré dans la mémoire collective que la première semaine de rentrée, c'est pas pour travailler. Ouais. C'est pour sarcler, c'est pour nettoyer, c'est pour faire ceci. Et on perd toute une semaine à faire ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'il est important aujourd'hui qu'il y ait... Bon, dans le privé, dans le privé, c'est pas ça. Quand vous prenez par exemple certains pays, ils ont ce qu'on appelle les brigades de veille.
au niveau des écoles. C'est-à-dire que cette brigade-là se charge, le dernier jour des classes, cette brigade-là se charge de revoir les bancs qu'on doit changer, les tableaux également qu'il faut changer. Cette brigade-là s'occupe de ça. Et à la veille de chaque rentrée, et cette brigade-là également se met en veille pour voir ce qui n'a pas marché, ce qui doit marcher à l'entrée prochaine. Je crois qu'il est important qu'au Togo, on puisse également instaurer cela au niveau de ces écoles. Ça pourra éviter à ce qu'on prenne par exemple la première semaine, qu'on commence par nettoyer les classes en attendant que l'autre semaine, on puisse commencer encore les classes. Et l'autre semaine également, tenez-vous bien, moi j'ai rencontré un enseignant ce matin qui n'a pas encore quitté Lomé parce qu'il a été affecté, il va au nord. Et il est à Lomé. Il est à Lomé parce qu'il attend son salaire pour pouvoir faire ses valises et partir. Ouais, donc je crois qu'il faut tenir compte de tout ça. Lorsqu'on veut par exemple fixer la rentrée scolaire, il faut tenir compte que les parents sont rentrés par exemple dans leur fonds, c'est-à-dire ils ont eu leur salaire, ils ont eu peut-être une semaine pour acheter les cahiers, ils ont eu une semaine pour acheter tout. Excusez-moi Jacques, la rentrée n'a pas été annoncée hier, la rentrée on l'a... Oui, on a annoncé, mais comme je l'ai dit, comme certains vivent... On savait depuis que c'est le 24 septembre. Certains vivent au jour le jour, c'est-à-dire que certains, ils attendent leur salaire pour pouvoir acheter les fournitures à leurs enfants. Mais ils n'ont pas eu le salaire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils ne peuvent pas les prêter. Michel, par rapport donc à la question des infrastructures, c'est vrai que c'est un problème réel sur le terrain. Il y a les chiffres du CEG Mandaromé qui nous ont été communiqués ce matin qui sont effroyables. Et la question même du calcul, la formation qu'on donne, est-ce que le système éducatif au Togo est performant réellement? Non, on peut mettre des réserves par rapport à l'enseignement qu'on donne à nos enfants, à nos petits frères aujourd'hui, parce que quand vous observez les matières, que ce soit au coup de main ou au collège, même au lycée, vous vous rendez compte que on bourre la tête des enfants de n'importe quoi, alors que l'essentiel est ailleurs. Nous l'avons dit ici. Oui. Aujourd'hui, moi-même, même jusqu'à l'université, il y a des matières que s'il fallait répondre, j'allais même m'opposer. Parce que je ne sais pas, qu'est-ce que ça me sert. Que ces matières-là, on a passé notre temps à apprendre, mais dans notre vie professionnelle, ça ne nous engage pas. Nous ne sommes pas. Par contre, il y a certaines matières où on passait peu de temps, mais qui sont beaucoup efficaces, on se rend compte que c'est là où on nous disait, on nous apprenait beaucoup de choses. Donc, quand vous voyez, c'est pourquoi quand on avait émis l'idée des états généraux de l'éducation, tout le monde pensait que ça devait être peut-être une occasion pour voir comment réorienter l'éducation au Togo. Mais ça n'a pas été fait. Et tu parles des infrastructures. Chaque année, c'est la même chose, mais on a toujours fait des rentrées. Le manque des infrastructures, ce n'est pas cette année. Chaque année, il y a toujours des problèmes, mais bon, on ne peut pas arrêter l'éducation à cause de ça. Mais il faut régler ces problèmes, justement. Oui, il faut les régler. De quelle manière? Il faut quand même trouver une occasion, un temps de faire le diagnostic global. Mais si on ne veut pas s'arrêter à un moment donné, trouver un creuset national où les experts vont se retrouver pour parler effectivement des problèmes, pour proposer des éventuelles solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez cette rentrée, vous allez voir que c'est l'État seul qui est content de cette rentrée. C'est-à-dire qui est satisfait de cette rentrée. Mais vous n'avez pas menti. C'est l'État seul, parce que les élèves sont vraiment éprouvés. Ils n'en peuvent plus. Les parents d'élèves, chaque fois quand on repousse l'année scolaire, c'est les parents d'élèves qui se plaignaient. Mais cette fois-ci, c'est eux qui ont prié jusqu'à hier soir pour que cette rentrée soit repoussée. Mais ils n'ont pas été entendus. Le gouvernement a maintenu ces dates. Moi, je pense que c'est en début octobre que les gens feront normalement la rentrée. La rentrée d'aujourd'hui, j'ai fait tout. Non, les gens sont allés, les enfants, vous voyez, les parents sont désemparés. Mais les rares nantis, bon, ils sont toujours au pas. Mais ceux qui jonglent, ceux qui se débrouillent, qui attendent peut-être la fin du mois pour voir comment colmater les brèches, ce n'est pas encore le cas.
La rentrée, moi j'ai fait le tour de 2 écoles pour avoir une idée. Non, ça n'est pas encore ça. Peut-être qu'en début d'année, du mois, quand peut-être les gens auront leur salaire, tout ça là, c'est vrai que les gens savaient que c'est le 24 la rentrée devait. Mais bon, compte tenu de la situation économique difficile, certains ne sont pas au rendez-vous. Certains arrivent, des enseignants qui sont lassés, qui vraiment, malgré eux, vont reprendre le chemin de l'école, mais on va prier que les choses rentrent rapidement dans l'ordre et que le ministère des enseignements primaires vraiment fasse le point des infrastructures, parce que c'est aussi un autre problème qu'on n'a jamais résolu jusqu'à ce jour. Quand on dit qu'il y a 140 élèves dans une classe de 6e, oui, entre nous. 143 élèves entre dans nous. une classe de 6e. Bon, est-ce que cet enseignant de français dans cette classe, il pourra faire des interrogations avant de faire les devoirs et puis la composition? Est-ce qu'il pourra faire le contrôle vraiment quand il y a... Sérieusement. Ça veut dire que vraiment les choses vont de mal en pire et on ne sait pas qu'est-ce que nos enfants vont devenir demain avec cette éducation. Si on ne prend pas garde. Et ailleurs, on a financé des écoles. Donc, la question des écoles, certains se sont mis plein les proches, les écoles sont encore là. Il y a une forme finalement de banalisation de la formation de nos enfants. Est-ce que c'est la banalisation? Je pense que l'État en a jusqu'au cou. Non, attendez là, on les a choisis pour pouvoir prendre soin de nous. Oui. C'est-à-dire, les problèmes se sont... Quand on accepte par exemple qu'on met dans une classe de terminale 192 élèves, est-ce qu'il faut s'étonner à la fin des exercices qui est que 20 qui soient... Non, Eric, moi je ne parle pas de la banalisation, mais je me dis que l'État en a trop. C'est-à-dire que les problèmes se sont amassés, qu'aujourd'hui on ne sait pas comment, d'une manière globale, les résoudre. C'est ça le problème. Michel, ce n'est même pas ça, c'est les projections au fait. Vous savez... Mais à qui la faute? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est des projections. Si, par exemple, on parlait tout à l'heure de la rentrée de cette année, au 24, s'il y avait une bonne projection qui a été faite, je crois que ceux qui auraient réfléchi sauraient que le 24, les parents n'ont pas encore leur salaire. On ne pouvait pas, par exemple, fixer une rentrée au 24, où on sait que le salaire du mois tombe souvent entre le 30 et le 31. Ouais, donc c'est des projections que souvent... Il y a des préscolaires. Oui, les préscolaires, mais ce n'est pas tous qui peuvent également avoir ces préscolaires. Ouais, le problème aujourd'hui que nous avons au Togo, effectivement, c'est ces projections-là que nous n'avons pas au niveau des ministères. On ne prévoit rien. Oui, on est là, on attend. Donc, quand ça tombe, bon, on y va. Quand ça ne tombe pas, bon, on continue comme si rien n'était. Au fait, c'est ça le problème. Par exemple, il devait y avoir des projections où on devait savoir... Jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, quand on dit que dans une classe de 6e, on a plus de 140 élèves, mais si c'est une bonne projection qu'on avait faite par rapport à la rentrée de cette année, je ne pense pas qu'on serait en train de parler de ce nombre-là aujourd'hui. Donc je crois que s'il fallait même construire par exemple les salles de classe, ou essayer peut-être de construire encore d'autres établissements dans ces quartiers-là, donc c'est des projections au fait qu'il faut faire dans presque tous les ministères, dans presque tous les domaines, et dans ce cas-là, on pourra avancer. Pas seulement au niveau par exemple de l'État. Quand vous prenez par exemple nos institutions même, nos institutions ont des problèmes. Les institutions ont des problèmes. Quand vous prenez même nous-mêmes au niveau de la corporation. De la presse. Oui, on est là. Bon, les institutions qui nous chapeautent, on ne sait pas quelle projection. La vision pour chacun. Tout est question de vision aujourd'hui. C'est comme ça. Oui, Sylvestre, et puis Elomé, on passe à notre sujet. Oui, moi je voulais soulever également un problème important. Lorsque vous faites bien le découpage, vous verrez que les enseignants eux-mêmes n'ont qu'une vingtaine de jours pour les vacances, parce que le bac a été donné récemment. Oui, il y a un mois, oui. À peine un mois. Or, quelqu'un qui doit enseigner, qui doit transmettre le savoir, doit être quand même dans un état d'esprit qui puisse quand même le permettre de le faire. Ces enseignants-là qui n'ont pas eu assez de repos. Tout à l'heure, on parle de 192 élèves. Vous croyez que est-ce qu'un enseignant peut prendre quand même sur lui de faire 2 ou 4 évaluations avant la fin de l'année? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Donc voilà. Donc quand les enfants ne sont pas quand même souvent évalués, vous verrez qu'il n'y aura pas assez de résultats consistants au niveau donc de la jeunesse.
Donc, c'est pourquoi je me dis que les gens doivent quand même devancer cela. Il faut des prévisions, comme il a dit tout à l'heure. Il faut des prévisions. Vous savez que la rentrée, vous allez quand même maintenir la rentrée sur le 24, mais prenez des dispositions en amont. Un enseignant qui a fait moins de 30 jours de repos et qui va encore repartir de plus belle pour 9 mois. Vous croyez que... Mais ils ne sont pas quand même des robots. Ils ont aussi besoin du temps. La performance reviendra. Et l'homme. Bon, je crois quand même qu'au niveau du ministère des enseignements primaires et secondaires, il faut maintenant passer aux choses sérieuses parce qu'on nous a perdu beaucoup de temps avec la grève des enseignants. Vous savez que le ministre Tchak Boulay, lui, ne parle jamais, presque pas. Il y a des gens comme ça. Je pense que c'est un peu tout ça qui fait la beauté du monde. Il y a des gens qui parlent, il y en a qui ne parlent pas. Donc, on peut pas être... en fait, à sa place, je pense qu'il doit mettre en place une cellule de communication dynamique, vu que lui-même ne parle pas autant, ou bien son directeur de cabinet doit être plus proche de la presse que lui, ou que sa cellule de communication doit être plus active, parce que on peut pas avoir un ministère et ne pas communiquer. Et donc, si la personnalité même de l'intéressé ne communique pas trop, je pense quand même qu'il va falloir que ses collaborateurs puissent quand même être enclins à pouvoir prendre la parole et à répondre à des sujets de la presse partout où besoin sera. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des défis fondamentaux par rapport au secteur de l'éducation. Il va falloir qu'on puisse y aller très vite parce qu'on ne peut pas prévoir de développement sans quand même construire les infrastructures scolaires et sans réviser les curricula. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons observer notre dernière pause. Après, nous parlerons politique. Vous savez que la deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO a tenu cette deuxième réunion a eu lieu, je vais dire hier, à Lomé. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui en sont sorties, on reviendra là-dessus. Nous donnerons aussi la parole à vous qui nous écoutez, vos auditeurs, vous pouvez vous prononcer sur les questions que nous développons. On a parlé de l'assainissement, on vient de parler de l'éducation, on parlera de la politique, vous nous donnerez votre avis également sur le sujet. Retour en studio avec les confrères Michel Tchadja, Sylvestre Béni, Jacques Dakouti et l'homme anti-sobré pour la dernière partie de Taxi Presse avant. On retourne à la rédaction pour retrouver Amen Assignon qui sera au volant de Taxi Midi. Bonjour Amen. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Je vais bien Eric. Quel est le menu Taxi Midi? Oui Eric, la rentrée scolaire 2018-2019 a démarré officiellement ce lundi 24 septembre. À l'occasion, le ministre des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle a annoncé l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires pour les élèves pour, dit-il, préserver les bonnes mœurs. Une décision qui prendra effet le 1er janvier 2019. Le ministre qui a souhaité également une bonne reprise aux acteurs de l'éducation. On parlera aussi de la deuxième rencontre entre le comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO et les protagonistes de la crise sociopolitique togolaise. Les lignes ont quelque peu bougé hier dimanche puisque pouvoir et opposition ont finalement pu accorder leur violon sur l'épineuse question de la CENI. Chacune des parties aura donc 8 membres au sein de l'institution chargée d'organiser donc les législatives le 20 décembre prochain. Et puis pour finir, on parlera de sport bien sûr avec le championnat national de football de première division qui a démarré samedi. À cet effet, le président de la Fédération togolaise de football s'est adressé aux acteurs du monde du football. Donc, on écoutera ses propos dans Taxi Midi. Voilà, Eric. Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. À tout à l'heure, à 12h45. À tout à l'heure, Eric. Merci, tout à l'heure. Très bien. Retour en studio, nous allons maintenant parler politique avec la deuxième réunion du comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO. L'information principale, c'est qu'on va recomposer la commission nationale électorale. Le confrère, le libéral, un point d'humour ce matin, dit que de nouveaux passagers à bord du train de Bawara. Et comme par le passé, l'opposition prend toujours le train en marche. Est-ce que c'est pas dommage, Jacques? Bon, au moins quand même... ils vont prendre quand même le train, même si le train avait quand même démarré. Je crois que je voudrais quand même féliciter le génie togolais, c'est-à-dire que la C14 est finalement le parti au pouvoir qui ont finalement accepté que la CENI soit recomposée. Je crois que cela pourra nous éviter encore des lendemains un peu compliqués, un peu difficiles. Je crois qu'à la rue où vont les choses, finalement,
la C14 va regagner la CENI et ensemble, et la CENI et la mouvance, ils vont organiser consensuellement, comme le communiqué l'a si bien dit hier, les élections législatives. Je crois que c'est le lieu de féliciter les uns et les autres pour ce courage politique, parce que à l'allure où les choses étaient en train d'aller, je crois que ça devait être quand même des lendemains difficiles pour notre pays. L'autre aspect, peur de manche également par rapport à cette CENI. Je crois que le débat a commencé déjà hier. Oui. On parlait du chronogramme, parce que certains disaient que non, la nouvelle CENI va continuer ce que l'ancienne CENI avait déjà fait. D'autres ont dit non. Il faut, après l'installation, il faut remettre tout encore à plat avec les experts pour voir ce qui doit se passer, surtout avec la déclaration de Thibaut Camara, oui. Le diplomate guinéen qui disait que ce n'est pas une date figée. Je crois que ça devait maintenant être un débat. Il dit, je lis sur cette question, concernant la tenue de l'élection le 20 décembre, on ne sera pas dans le fétichisme des dates, mais dans l'efficacité. C'est ce qu'il a dit en ajoutant que la CENI recomposée examinera le chronogramme pour voir si la date est réaliste et si les délais pourront être respectés. C'est ça. Bon, je crois que c'est une déclaration claire, mais il faut, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu déjà des sons de cloche par rapport à cette déclaration de Thibaut Camara. Oui. Donc je crois que les jours à venir vont nous édifier par rapport à cette situation, parce que, comme il a déclaré, il faut remettre tout encore à plat pour voir si ça peut marcher. Mais certains ont dit non, qu'ils sont déjà avancés, il faudrait que les autres viennent pour qu'ils puissent continuer ce qui a été déjà fait. Donc, dans les jours à venir, je crois qu'il y aura encore une bataille. Dans ces conditions, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ce que je disais. Vous savez, c'est comme vous prenez une femme, vous êtes content, mais vous n'avez pas un lit à la maison. Donc, il faudrait encore sortir, aller chercher le lit. Donc, je crois que on a saisi une partie quand même. La femme est là. Je crois que le reste maintenant, c'est de se débrouiller pour chercher le lit. Et là, Mathis Ogwe, sur la question de la CENI aujourd'hui, la C14 qui accepte faire le pas. Non, je crois que c'était prévisible. On en a parlé ici, on en a débattu. Donc on aura perdu du temps pour rien. Non, pas seulement ça. C'est-à-dire que je pense, en toute modestie, on a toujours dénoncé le déséquilibre de la CENI. Et à un moment donné, les parties prenantes au dialogue ont décidé de pouvoir s'entendre sur les modalités de mise en place de cette CENI-là, ce que la CEDEAO a facilité. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois, je l'ai dit qu'on est trop vite allé en besogne par rapport à certaines déclarations. Oui. Et que la CEDEAO fait beaucoup d'efforts par rapport au règlement de la situation togolaise. On n'a pas à vilipender qui que ce soit dans le processus de facilitation, même les représentants des facilitateurs qui abattent un grand travail, et moi je regrette, à la place de ceux qui ont tenu des propos méchants et malhonnêtes par rapport à cette mission de la CEDEAO qui fait de façon noble son travail. Voilà encore une preuve. Oui, mais bien évidemment. Est-ce que les déclarations qui ont été tenues par les émissaires de la CEDEAO sont des déclarations qui, ma foi, sont des déclarations qui vont dans un sens? Non, c'est des déclarations responsables par rapport au règlement de la crise. Les gens sont là et ils savent la mission pour laquelle ils ont été choisis, ils ont été délégués par rapport au règlement de la crise togolaise. Et ils ont dit beaucoup de choses. Il n'y aura pas de fétichisme par rapport à la fixation de la date. Si les responsables, les experts de la CEDEAO disent que c'est tenable, c'est tenable. S'ils disent que c'est pas tenable, c'est pas tenable. Et donc, ils sont là juste pour assurer l'efficacité du processus, ce qui est important. Oui. Et donc, je pense quand même que cette déclaration et cet acte de la CEDEAO vont vite faire déchanter ceux qui voient en la CEDEAO un épouvantail rouge ou bien quelqu'un qui est là pour juste soutenir le pouvoir. Et donc, il faut quand même féliciter et se rendre compte du travail formidable qu'abat cette médiation, cette facilitation par rapport au règlement de la crise togolaise. Maintenant, par rapport à la CENI, je pense que le gros du travail reste à faire jusqu'au 30 septembre. Qui ira et qui n'ira pas? Je pense que là, maintenant, oui, c'est toute la grosse interrogation. C'est la grosse interrogation au niveau de la C14, justement, parce qu'il faut voir, on a dit 5 de l'opposition parlementaire. Déjà, il y a l'UFC, l'ANC, le CAR, il a dit. Donc, ça fait 4 partis pour 5 postes.
et en sachant que l'UFC ne fait pas partie de la coalition des 14. Et donc, maintenant, au niveau des extras et au niveau de la société civile, comment ça va se faire? Est-ce que le professeur Kodjona Kadanga sera toujours président de la CENI? Et tout ça, ça va rester un débat sur lequel l'opinion reviendra d'ici le 30 septembre. Et Brigitte Adjambo-Johnson de déclarer ce matin que le champ de combat est transféré à la CENI. Ça veut dire qu'on a éliminé beaucoup de choses finalement au niveau des revendications primaires. Oui, nous pouvons le dire ainsi. Aujourd'hui, c'est la CENI qui intéresse. Oui, c'est la CENI qui intéresse. Je crois qu'après la CENI, on verra un peu pour les réformes. Moi, ce matin, j'ai un sentiment mitigé parce que je suis un peu triste qu'on a tourné autour du pot pendant quand même de longs jours. Mais finalement... On y va quand même. Oui, on y va. Et puis, le deuxième sentiment, c'est que nous avons une satisfaction personnelle parce que au niveau de notre rédaction, parce que depuis le 31 juillet, lorsque la feuille de route de la CEDEAO est sortie, nous ne cessons de dire que qui parle de renforcement, pas de recomposition de cette CENI. Nous n'avons jamais été compris. Alors que lorsque vous prenez un terme ou un mot a toujours le double sens, le sens dénoté et le sens connoté. Et j'ai toujours dit que lorsqu'on parle de renforcement, même si la chose n'est pas modifiée dans son essence, elle peut l'être par contre dans sa présence ou dans son existence. Prenons un exemple, j'ai toujours donné un exemple banal. Si nous prenons peut-être le cas donc de Tassi FM, lorsqu'on parle de renforcement de Tassi FM, ça veut dire qu'il y aura des entrées. Il y aura des entrées avec des compétences diverses. Et ces compétences vont chambouler le système ancien. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un à mesure donc de présenter cette émission et Eric deviendra peut-être le directeur donc de Tassi FM. Donc il y aura un chamboulement dans l'ordre acier. Donc ça veut dire que il y aura donc une nouvelle nomenclature. Il y aura donc un nouvel organigramme donc de Tassi FM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle composition. Et qui parle de nouvelle composition, parle de recomposition. Nous n'avons jamais été compris, mais aujourd'hui, les faits sont là. On parle maintenant de la recomposition de la CENI. Et nous avons pris du temps. Ça a été une bataille beaucoup plus au niveau de la C14. Nous avons tellement pris du temps à polémiquer sur le sens d'un mot et qu'il a fallu que les facilitateurs reviennent encore pour nous dire que, mes chers amis, le terme renforcement dans le cas donc de la CEDEAO suffit recomposition de la CENI. Et finalement, donc aujourd'hui, je crois que le problème est en passe d'être réglé parce que il faudrait également trouver celui qui sera à mesure d'être le président de la CENI. L'opposition... Non, mais le problème n'est pas là-bas. Non, je crois qu'il y aura un problème autour de ça parce que l'opposition, hier, ce que nous avons écouté dans les coulisses, l'opposition veut désormais qu'il y ait peut-être une personnalité étrangère à la tête de la CENI ou une personnalité neutre. Je crois que les autres ne vont pas l'accepter. Et nous allons encore partir pour de longs mois de discussion. Vous voyez, donc, et là, la date du 20... comme je l'ai dit, n'est pas tenable. Donc, vous voyez, donc nous avons tourné autour du pot, alors que le problème est là. Il se faut juste donc qu'on se comprenne là-dessus et avancer. Heureusement que hier, finalement, les gens sont arrivés à s'entendre sur quand même la recomposition de la CENI. Et là, on va avancer. Maintenant, il s'agira maintenant... On se pose une question. Est-ce que franchement, quand on revoit la répartition, est-ce que c'est une parité dans cette affaire 8-8? Oui, 8-8, je crois que c'est une parité parce qu'il revient à l'opposition de désigner du moins les extra parlementaires. Et puis je crois que c'est au niveau même de l'opposition que le problème va se poser parce que qui ira et qui va, alors que nous savons que celui qui sera à la CENI aura forcément des représentants au niveau des CELI. Maintenant, qui sera à la CENI au niveau donc de la coalition, je crois que c'est encore ce gros problème-là que eux aussi ils vont chercher à résoudre. Peut-être que ça pourrait également amener des problèmes au niveau de la coalition. On verra tout ça. En tout cas, Michel, depuis hier, quand vous écoutez les états-majors de l'opposition, il y a une satisfaction générale qui se dégage. Mais au niveau du pouvoir, on se dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a quoi? De vous à moi, il y a quoi? En fait, ce qui a été dit hier, je pense qu'on n'avait pas besoin des gens de la CEDEAO pour le dire. Vous savez, quand vous prenez la Guinée, dont le président est facilitateur dans cette crise, ils ont des problèmes chez eux. Mais à un moment donné, lorsque ça ne va pas, à un moment donné, il y a des gens quand même qui sont prêts à rapprocher les deux positions, l'opposition et le pouvoir. Et ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les aider à régler leurs problèmes. Mais nous, ici, je ne sais pas... Vous savez qu'en Guinée, le président, il lui arrive, professeur Alpha Condé, d'appeler directement son opposant et discuter avec lui. Il discute. Ce qui est rare chez nous. Ce qui est rare. Mais aujourd'hui, on doit se poser cette question. Pourquoi ça doit être ainsi? Et à chaque fois, il faut un étranger
pour ce qu'ils ont hier, c'est sûr que ils ont consommé de l'énergie électrique, il y a eu peut-être une collation et tout, quoi. Les acteurs. Il y a eu des primes aussi. Des primes. Alors que aujourd'hui, on se dit satisfait, mais je me dis que on perd du temps pour rien. Aujourd'hui, on porte un fardeau togolais pour rien. Les gens sont là anxieux, on pense comment ça va se passer. Alors que c'est des trucs entre opposition pouvoir, on peut vraiment, dans la responsabilité, régler ces problèmes-là. Savoir que, bon, ici, voilà, est-ce que c'est hier qu'on s'est rendu compte que on devait faire d'une manière paritaire la série, c'est hier soir ils ont découvert ça, mais ils le savaient. Donc c'est pourquoi moi je me dis qu'à un moment donné, je dis que tout se repose dans les mains de nos acteurs politiques. C'est eux qui nous fatiguent. Les deux bords, c'est eux qui nous fatiguent. Sinon, en réalité, le Togo, on devait régler nos problèmes et puis, penser au développement pour que les gens, parce qu'aujourd'hui... Oui, parce qu'on parle trop politique. On parle trop politique, les gens ne vivent mal. Aujourd'hui, les gens ne vont pas manger toute la journée, mais il y en a qui sont là. Ils ont tout, leurs enfants ne sont pas ici. Des deux côtés, leurs enfants sont ailleurs. Bon. Et puis, c'est les petits Togolais, les Togolais d'en bas qui souffrent. Ça là, on n'a pas besoin de casser brou pour régler ça. Les acteurs politiques pouvaient s'asseoir quelque part et puis négocier ça. Vous prenez ceci, nous on prend ceci, voilà, et puis bon, c'est fini. Et puis aujourd'hui, et l'homme semble ouvrir encore une autre brèche en disant que voilà, les 5 là dans l'opposition qui va. Ce débat ne nous intéressera pas, nous les hommes de la presse. Aujourd'hui, ce qu'ils ont demandé, on les a remis. Oui, parce que, attendez, ce débat est très important, parce qu'il s'agira pour la coalition désignée les partis extra-parlementaires. Ça ne nous intéresse pas. À la CENI, il y avait déjà Obu et il y a le NEC. Vont-ils les injecter ou ils restent à bord du train? On a parlé de la coalition, non? Oui. La coalition aura 8, le pouvoir aura 8. ou bien j'ai mal entendu. Oui, mais sauf que la coalition... Pour être au Parlement et à la CENI, il faut des partis extra-parlementaires et extra-parlementaires. Mais c'est en leur sein ils vont discuter. Oui. Est-ce que c'est en leur sein? Ils se connaissent, hein. Ils se connaissent en leur sein, ils vont discuter. Nous, on n'est pas... Aujourd'hui, que la bagarre commence au niveau de la C14 par rapport à leurs membres qui doivent aller à la CENI, ça ne nous intéresse pas. En tout cas, on aura constaté la bonne foi du pouvoir qui a concédé les 8 sièges à la C14. Le reste, ça fait leur affaire. Et à leurs militants de découvrir qui ils sont réellement. Moi, je n'en vois pas un débat à ce niveau-là. Et aujourd'hui, c'est clair, moi je pense que c'est un point important qu'on a acquis hier. Oui. Aujourd'hui, c'est de voir demain qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça. On doit aller vite. Et comme quelqu'un le disait, aujourd'hui 8 personnes vont monter à bord du fameux train de Baura. On ne sait pas quelle implication ça aura sur le fonctionnement de la CENI. Oui. Et quelle implication ça aura au niveau des CELI et éventuellement au niveau des comment l'appelle-t-on, des bureaux de vote. Vous voyez, c'est-à-dire ceux qui vont siéger au nom des partis dans les bureaux de vote et autres là. Donc ça veut dire quelque part, et c'est pourquoi je comprends le Guinéen, non, Camara qui disait qu'il n'y a pas de fétichisme à faire autour de la date. Ça veut dire que, mais à partir d'hier, il faut que les Togolais commencent, que ça peut poser problème. Et les dates qui sont en l'air actuellement peuvent poser problème. Oui. À moins que la sérénité règne au niveau de la CENI et que les gens, par patriotisme, comprennent que depuis juillet, on devait aller aux élections, on ne l'a pas fait. On doit quand même, on doit avoir des institutions. On ne peut pas fonctionner sur le provisoire comme ça. L'actuel Parlement ne doit pas continuer. Il faut quand même arrêter à un niveau donné. Et surtout que dans un an, pratiquement on aura encore une élection. Et puis, il faut dire aussi que la date du 30 septembre n'est pas une date fortuite. Hein. On a dit de recomposer le 30 septembre en sachant que le recensement démarre le 1er octobre. Et donc si la CENI complète le 30 et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas démarrer le 1er, il faut que sortir un communiqué le 30 pour dire qu'on reporte. Et donc, tout ça, c'est des analyses. Puisque certains disent déjà que c'est quand les gens iront au Parlement, à la CENI,
qu'ils vont discuter maintenant du chronogramme. Voilà. Les tâches accomplies, les tâches restantes. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis il ne faut pas oublier que les gens n'ont pas encore prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Et aussi, devant quelle Cour constitutionnelle? Point d'interrogation. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Et donc c'est pas. On n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui. Et comme le représentant du facteur guinéen le disait hier, Camara, les experts électoraux étudieront les actes accomplis pour s'assurer que le processus répond à la transparence et à l'efficacité. C'est un gros travail finalement. Nous allons permettre à nos auditeurs, ceux qui le désirent bien, de nous contacter, d'exprimer aussi leur point de vue sur les sujets que nous venons d'aborder. La question de l'assainissement avec la pluie de samedi dans la capitale et dans plusieurs villes à l'intérieur du pays. La question liée donc au système éducatif, même, et puis la question politique, c'est sur le 93 96 99 pour nous appeler directement dans l'émission, ou vous préférez nous envoyer un message sur WhatsApp. Vous composez le 90 71 49 62. Il y a un auditeur qui souhaite intervenir. Nous allons le prendre. Allô? Bonjour, monsieur Henri. Oui, bonjour. Hubert. Monsieur? Hubert. Monsieur Hubert, nous vous écoutons. Oui. Moi, je voulais intervenir par rapport au dernier point. Oui, la politique. La politique. Je crois qu'on a perdu du temps pour rien. S'il vous plaît, qu'on ne verse pas le visage de notre pays par terre comme ça. Ce que la C14 demandait 8-8 depuis longtemps, je crois que si le pouvoir avait manifesté un peu de bonne foi et de volonté, on aurait dépassé cela. À quoi a servi dans tout ce temps qu'on a perdu, tout ce réquisition-là? À quoi ça a servi finalement? Que le ridicule tue un peu les gens. Très bien. Il faut qu'on s'efforce un peu d'avoir, de se sauver le visage. Sinon, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour ce pays. Que les gens aiment un peu le pays, le Togo. Si eux ne souffrent pas, ils sont en haut. Ceux qui sont en bas, ils souffrent. Un peu de pitié pour ce pays. D'accord. Et je voudrais en même temps lancer un appel pour la suite des discussions, que les uns et les autres montrent vraiment qu'ils aiment ce pays. Ils aiment ce pays. Sinon, ce n'est pas bien. D'accord. Monsieur Hubert. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Hein. Oui, à 10 secondes. Le monde ne s'arrête pas aujourd'hui. Donc, ils pensent à leurs enfants et à leurs petits-enfants. D'accord. Merci. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Hubert. Merci de nous avoir contactés. 93 96 99 99. Nous avons un second auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Bozambo. Monsieur Bozambo, nous vous écoutons. Ok. Moi, je vais parler aux côtés des éducations. Oui, allez-y. Et vous avez parlé maintenant de cas de Amanda Romé, qui est à Lomé, qui avait effectif de 100 quelque chose dans une classe. Et donc, les feuilles de route, ce que le gouvernement, les syndicalistes ont signé, il y avait ça dedans que, donc, l'effectif qu'ils vont enseigner va atteindre au moins 30 ou bien 40 personnes dans une salle. Donc, ils ont pensé à leur poche seulement. Donc, je veux voir les feuilles de route qu'ils ont signé, contractuelles avec le gouvernement, ce qu'ils ont signé. Donc, pour voir ce qu'on peut dire de là. Et si vous venez à Baga maintenant, on nous a donné un lycée. Ça fait 4 ans. On n'a pas construit un seul bâtiment. Nous sommes au terminal. Il y avait des terminaux à Baga maintenant, ça fait longtemps, mais il n'y a pas aucune classe ils ont construit. Donc, les enfants souffrent. C'est nous, les populations même, qui débrouillent pour construire une petite classe pour nos enfants. Si tu arrives maintenant à Adaveri, là on a trouvé de l'eau, approvisionné vers Lomé, et tous les gens de Lomé exploitent. Oui. Régis n'a jamais fait donc pour ce village-là. Regarde, il faut aller ce village voir. Les toitures sont débraillées. Il n'y a pas de toiture. Donc, il pleut, personne ne peut pas rester dans la salle. D'accord. Donc, ils sont tous à la maison. Merci beaucoup, Bozambo. Merci de nous avoir contacté, d'avoir pu vous exprimer sur le cas de l'éducation. Il y a un auditeur aussi qui nous envoie un message sur notre numéro WhatsApp, le 90 71 49 62. Concernant la question de l'éducation, écrit-il, et même de la santé, les autorités n'ont pas leurs enfants ici. Soit ils sont ici, ils ne fréquentent pas
nos écoles dont ils ne se sentiront jamais concernés, dit-il. Il y a un autre auditeur au bout du fil avant de le prendre. Il y a un autre message, c'est de M. Franck qui nous dit « Je voudrais savoir avec quelle parité avec cette parité, que deviendront le net et Obus et qui ont dit qu'ils sont plus accrochés à la CENI. Bon, ça, on n'en sait pas trop. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Agbiagbe. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur? Ok, c'est bon. Monsieur Agbiagbe. Monsieur Agbiagbe. Oui. Nous vous écoutons. Bien, merci pour l'opportunité. Je voulais intervenir un peu sur le cas des élèves en cette rentrée. Oui. Surtout sur les grandes routes, la voie de Kégué, là. Oui. Le contournement. Bien que le ministère, en collaboration avec la prévention routière, fasse au moins une sortie pour cette première semaine et recadrer un peu la circulation en ville. Parce que c'est un grand danger pour la circulation. Même en voiture, pour entrer dans certaines circulations, oui, c'est très compliqué. Avec même les motos. Et aujourd'hui, la rentrée, les petits enfants sont en ville comme ça, on ne voit aucun agent, même habillé, pour régler la circulation à certains niveaux. C'est un peu déplorable. Donc, on invite un peu le gouvernement et puis les responsables de la prévention routière à essayer de faire quelque chose dans les jours qui viennent. D'accord, très bien. Monsieur Agbiagbe, merci de nous avoir contactés. Vous savez, au chapitre des innovations au niveau du ministère de l'Éducation, c'est cette interdiction du téléphone portable à l'école. Ça doit être quand même une initiative. Vous relancerez sur tout à l'heure, d'ici 3 minutes, quand nous aurons écouté les auditeurs. Allô? Ah, et lui, il est parti. Il y a un auditeur, justement, qui nous interpelle par rapport à cette histoire. Pour la question de l'interdiction du portable à l'école, je pense que c'est une très belle décision, une décision à saluer. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, monsieur Eric. Quel est votre nom? Tout va bien, monsieur Eric. Monsieur? C'est monsieur Arafat. Monsieur Arafat. Nous vous écoutons, Arafat. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser à M. Michel Tchadia, avec respect beaucoup, bien sûr. Et concernant la parité des membres de la CENI, j'espère que c'est le pouvoir qui a failli. Il nous a perdu le temps pour rien. S'il avait fait bon foi, depuis là, on devrait même dépasser ce stade. Mais aussi, j'en reviens au niveau de la CENI pour souligner qu'il dit 8 jours pour la zone 1 et 8 jours pour la zone 2. Ce n'est pas une révision, c'est une refonte totale de la liste. Est-ce qu'ils ne peuvent pas voir 2 semaines pour la première zone et 2 semaines pour la deuxième zone pour que tous les Togolais soient au moins enregistrés pour les cartes de lecteur? Merci beaucoup, M. Eric Sema. Très bien. Merci beaucoup, Arafat. Merci de nous avoir contactés. Il y a cette autre réaction également d'un auditeur sur la question de l'éducation. Il dit « Notre système éducatif est vraiment bancal parce que les étudiants sont obligés d'aller vers à l'apprentissage auprès de leurs anciens camarades et qui ont dû quitter tous les bancs comme ils ne voyaient pas mieux. Donc vivement les états généraux de l'éducation nationale, nous dit cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit « Merci pour ce que vous faites pour apporter une lumière sur la situation politique au Togo. Mon inquiétude se situe sur le découpage électoral. C'est à quel niveau ça va se faire? À la CENI, se demande-t-il, et quand le vrai problème de la fraude électorale se situe là, au Togo. Merci de me donner un éclaircissement. Bon, je ne sais pas si on peut répondre. Notre dernier auditeur maintenant. Allô? Monsieur Eric, bonjour. Bonjour. Monsieur Comi. Monsieur Comi, nous vous écoutons. Je pense que le gouvernement en place a beaucoup de votants. Monsieur Comi? Oui. Vous pouvez éteindre le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Je peux avoir le retour immédiatement. Vous avez le retour. D'accord. Je disais que oui. Je pense que le gouvernement en place a beaucoup. Ah là là, le réseau n'est pas bon finalement. Un autre auditeur sur le WhatsApp qui nous dit le train de Bawara se trouve à quel niveau? Il nous pose la question que la C14 exige un préalable. Exige un prélat aux commandes de ce fameux train, nous dit l'auditeur. Un autre auditeur qui nous écrit s'appelle Thomas. Il nous dit que depuis Paris, article 11, je pense que nous n'avons pas bien compris la question. Quel journaliste? Bon, voilà. Ça, ce n'est pas
pas important pour nous. Ce que nous demandons, c'est votre réaction par rapport à ce que nous disons et les sujets que nous avons posés. C'est Claude dit, je suis triste pour mon pays. Pourquoi c'est un Sénégalais qui va écrire notre constitution? Ça fait pitié. On n'a jamais dit ça aussi. Claude, on n'a jamais dit que le Sénégalais vient pour écrire la constitution au Togo. C'est sur les questions électorales. C'est un consultant. Il serait très malhonnête de ne pas accepter que le Togo est mis sous tutelle de la CEDEAO. Quand les gens ne veulent rien céder et passent leur temps à narguer la population, et quand la CEDEAO arrive, on laisse du lest. Donc voilà, et dit notre auditeur. Voilà, on va s'arrêter là pour les auditeurs. Maintenant, on va faire un dernier tour de table sur la question de l'éducation. On revient encore là-dessus sur l'interdiction du téléphone portable à l'école. Non, je pense que c'est une décision salutaire. Aujourd'hui, tous les acteurs du système éducatif s'accordent à dire que c'est une décision salutaire. On constate qu'avec l'apparition des nouveaux médias et avec les nouveaux logiciels que nous avons bien évidemment sur les téléphones portables, les gens sont plus enclins, les élèves sont plus enclins à faire WhatsApp à l'école, oui, à être sur Facebook, qu'à suivre les cours de façon rigoureuse. Et aujourd'hui, l'utilisation que font les élèves de l'outil Internet est très dangereuse. Et les gens ne sont pas connectés pour rechercher des cours. Est de le dire. Est-ce qu'on a les moyens de contrôler, de réguler tout ça? Bon, je ne sais pas comment le gouvernement... Dans une salle, 140 élèves, comment est-ce que vous, les professeurs, qui a à peine de l'espace pour circuler, pourra contrôler si un élève derrière n'utilise pas le téléphone portable? Bon, je ne sais pas comment le gouvernement va s'y prendre. Ils disent à partir du 1er janvier, enfin à partir de janvier 2019. Oui. Et il y a des gens même qui voulaient que la mesure soit d'application immédiate. Et quand vous interrogez certains acteurs, donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais si le gouvernement le dit, c'est parce qu'il a pris, il a pris conscience ou bien il sait comment mettre en œuvre les moyens pour pouvoir réguler tout ça. Et donc, moi je pense qu'au fond, la décision est une décision salutaire et que l'utilisation du téléphone portable à l'école doit être vraiment, vraiment régulée. Et bon courage à toutes et à tous. Comme dit cet auditeur, concernant l'interdiction du portable, je voudrais que cette décision soit appliquée dans les écoles officielles que privées, puisque l'interdiction des coiffures et tresses est appliquée uniquement dans les officiels. Sur la question politique ou éducation, Sylvestre? Non, sur l'éducation, je crois que en ce qui concerne l'interdiction des téléphones, je crois que c'est une décision salutaire et ça, on peut également facilement le faire. Il suffit seulement donc de créer de petites boîtes au sein des classes. Chacun vient avec son téléphone portable, son nom derrière le téléphone. Et vous venez, vous le mettez là, vous éteignez, vous mettez ça dans la boîte le soir repartant, ou à midi vous reprenez votre téléphone portable. Je crois que ça peut se faire. Et là, quelqu'un qui veut passer outre cette interdiction, le prend avec son téléphone, on le sanctionne. Je crois que si l'établissement est rigoureux, je crois que ça peut se faire. Maintenant, en ce qui concerne je reviens sur la question politique où un éditeur disait que la coalition avait demandé un président. Non, je crois que la coalition disait justement que depuis des années, c'est toujours le gouvernement qui est la présidente de la CENI. Que cette fois-ci, il faudrait quand même qu'il y ait peut-être un retour de l'ascenseur de l'autre côté pour voir si les choses peuvent quand même se faire de manière correcte. Voilà ce que l'opposition dit. Et il n'exclut pas aussi qu'on ait peut-être une personnalité étrangère à la tête de la CENI. Pour permettre comme on a vu en Guinée. Oui, pour permettre à chacun donc d'avoir confiance à cette personne-là pour qu'on n'ait pas des pourcentages beaucoup plus élevés que la moyenne. Que nous avons vu. Et cet auditeur qui nous dit que l'éducation au Togo dans certains établissements privés est devenue un fonds de commerce. Est-ce qu'il a menti? On n'en sait pas trop. Jacques Dekouti, on donne la parole à Michel pour conclure. Non, je crois que l'interdiction des téléphones portables dans les établissements est une très bonne chose. Mais comment faut-il appliquer cette décision? En fait, c'est ça le problème. Quand vous prenez par exemple l'interdiction en France, parce qu'il y a des caméras installées dans les établissements, systématiquement quand vous êtes en classe, lorsque l'enfant sort par exemple un portable, ça se sent. Et aujourd'hui, moi j'ai appris dans certains établissements même qu'il y a certains enseignants qui demandent aux élèves de venir avec leur portable pour qu'ils puissent profiter du forfait des forfaits pour faire des recherches. Ouais, donc non, oui, il y a, justement. Alors ça pose un autre problème, parce que nos écoles ne sont pas équipées. Justement, vous avez compris. Pour les recherches. Justement, donc je crois que c'est une très bonne chose. S'ils peuvent mettre ça en application, ce serait bon. Mais l'autre aspect, vous savez, il y a les enfants de certains nantis
lorsqu'on veut leur retirer les portables, ça serait également une autre paire de manches avec les enseignants. Oui, la loi, c'est la loi. Oui, écoutez, on se connaît. Vous savez, on peut vouloir appliquer, mais on vous dira encore qu'il y a des exceptions près. Parce que certains parents diront, moi j'ai acheté le portable à mon enfant tout juste pour avoir des informations lorsque l'enfant sort de l'école pour qu'il puisse m'appeler. Donc je crois que c'est bon cette décision, mais il faut voir également comment cela sera appliqué. Parce qu'il est vrai, certains parents, lorsqu'ils confient des portables à leurs enfants, c'est juste à la fin du cours, appeler le papa ou la maman pour dire, bon, on a fini, est-ce que tu peux venir me chercher? Donc, où est-ce qu'il faut mettre également ces portables? Je crois que c'est des dispositions, il faut étudier la faisabilité de tout ça. Il ne faut pas seulement interdire, mais il faut également voir comment aider ces parents également à avoir accès à leurs enfants. Le problème sera réglé lorsqu'on mettra le téléphone portable dans un casier et puis à la sortie on reprend le téléphone, comme en France, puisque la mesure... Elle s'applique cette année à la rentrée en France. Vous savez, ici, il ne faudra pas que quelqu'un aille ramasser tout et partir après. Non, Michel. Tu sais, il enferme quand même d'avoir un surveillant. Il peut partir. Vous savez, il y a certaines écoles privées où le port du portable est interdit depuis des années. Oui. Quand on surprend un élève avec un téléphone portable, on le met dans le casier, comme tu l'as dit, et ça fait à la rentrée prochaine, vacances, avant de lui donner. C'est une très belle décision, sauf que chez nous ici, lorsqu'on prend des décisions, leur application pose problème. Rappelez-vous, pourquoi est-ce qu'il faut attendre jusqu'au mois de janvier avant de l'appliquer? Rappelez-vous l'interdiction du portable au volant, de téléphoner au volant au Togo. Mais quand vous sortez chez vous jusqu'à votre, je sais pas, ce que vous voyez avec le portable à l'oreille, mais c'est pas moins d'une dizaine. Mais une décision est là pour qu'on ne téléphone pas au volant, mais les gens le font. Et Jacques a touché un point, j'allais parler de ça. Il y aura des enfants. Lorsqu'on va vouloir leur retirer le portable, ça va poser problème. Et les parents vont débarquer à l'école. Et en ce moment, M. Tchabele ou le gouvernement ne sera pas là-bas pour dire que non, c'est nous qui avons pris cette décision. Ouais, c'est que nous sommes dans un pays dans une société où, certains pensent que leur rang social ou, c'est pas, leur position sociale leur donne droit à tout. Et ils peuvent s'en passer de tout. Ils n'ont peut-être de compte à rendre qu'à Dieu. Vous voyez, quand ça se passe comme ça, c'est un peu difficile. Donc, l'État doit veiller, le gouvernement qui a pris doit veiller à ce que, même si c'est l'enfant d'un DG ou l'enfant d'un directeur de cabinet, l'enfant d'un colonel, si on veut lui retirer le portable et il résiste, il y a quand même des sanctions disciplinaires dans ce sens-là. Pour terminer en politique, sur le plan politique, je voulais répondre à M. Arafat qui voulait me parler. Il voulait me dire que c'est le pouvoir. Je pense que tu as demandé aux auditeurs de donner leur point de vue. Oui, leur point de vue. Oui, ils n'ont pas à s'intéresser à qui que ce soit. Je n'ai pas de leçon à recevoir de lui. C'est son point de vue, mais qu'il ne m'appelle pas pour me dire que si c'est lui, il pense que c'est le pouvoir et que l'opposition est clean dans ce dossier, ça fait son affaire. Moi, j'ai dit ce que je pense. Je n'ai pas de leçon à recevoir de lui. Je voulais lui dire ça. Très bien, merci beaucoup messieurs, et aussi dire que Nicodème Rabi a continué toujours sa grève de la faim, où il a été embarqué. Il a été embarqué. Pourquoi est-ce qu'il a été embarqué? Il est citoyen et il dit il mange pas, il est dans un endroit, et pourquoi est-ce qu'on l'embarque? Est-ce qu'il est finalement... Oui, on vient d'apprendre. Oui, il y a un détachement qui est là, il y a les images qui circulent sur les réseaux sociaux, donc... on leur a quand même demandé donc de plier bagage, de quitter. Donc voilà. Donc, finalement, on ne sait pas comment ça s'est terminé, mais bon. Et il y a Gueritama aussi qui dénonce la violation du code électoral. Par rapport justement à la recomposition telle que faite maintenant. Mais à l'époque, on se rappelle au niveau de la PG, c'est la PG qui a recomposé la CENI. Oui. Vous vous rappelez? Oui. Mais pourquoi les gens n'ont pas dénoncé à l'époque? Et c'est maintenant qu'ils dénoncent. La PG avait violé le code électoral. Personne n'a cru au scandale. Mais aujourd'hui que la CEDEAO fait notre travail, on dit non, il faut arrêter ces calculs politiques au Togo. Messieurs, merci beaucoup. Et là, Mathis Ogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Jacques Djakouti, le patron, éditorialiste, Sylvestre Béni, qui est le patron du journal La Manchette,
Michel Tchadia, le patron du journal Ouara, les vainqueurs. Messieurs, merci d'être venus pour le débat. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Merci à vous tous, vous auditeurs qui avez participé au débat. Ça va, il y a beaucoup de messages, je ne peux pas tout lire. Merci à vous. On se retrouvera demain pour une nouvelle aventure sur la radio. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain!